Good Morning SAV, le podcast qui fait du bien à mon SAV. Et salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Good Morning SAV, le podcast qui fait du bien à mon SAV. Laurent Mella, expert SAV, comment vas-tu Laurent ? Bonjour à tous, très bien. Et comment vas-tu, Johan ? Nickel, ça va, je suis échauffé H24, 7 jours sur 7 comme un SAV du feu de Dieu. Est-ce que c'est vraiment une obligation, un SAV H24, 7 jours sur 7 ? Et moi je te pose la question parce que j'ai connu une entreprise dans laquelle j'ai travaillé où on avait mis ça en place. Et puis finalement, en un an, je crois qu'on a eu 3 appels, on va dire, la nuit. Et il se trouve que ça a été arrêté parce que ça servait à rien. Ouais. Alors c'est marrant parce que c'est très porteur, le SAV est très très porteur de tout un tas de croyances sur la façon dont ça doit être disponible. Selon le secteur où on est quand même très très influencé par le SAV grand public. C'est quelque chose que, quel que soit, qu'on soit dans le biomédical, qu'on soit dans la machine d'emballage, qu'on soit dans le tracteur, qu'on soit dans la manutention de TP, la grue ou autre, on reste quand même inconsciemment influencé par le SAV grand public. Qu'il fonctionne très bien ou qu'il fonctionne très mal. Et pour avoir accompagné les deux, aussi bien dans le monde grand public, mais surtout dans le monde professionnel, je peux comparer et en fait, la première des choses, c'est que le mot principal qui colle au SAV, c'est pompier. C'est le pompier de service. Et effectivement, on attend d'un pompier qu'il soit disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Quand il va y avoir une crise, il faut qu'il soit là, vite fait, bien fait, qu'il éteigne le feu, si possible avec le sourire, et qu'il n'y ait aucun dégât. Ça, c'est l'image d'un SAV qu'on va considérer comme parfait. Sauf que c'est probablement la pire des images. En aucun cas, le SAV devrait être parfait parce qu'on est des super pompiers. Et ça, c'est compliqué parce que c'est à la fois inscrit dans l'inconscient des dirigeants d'entreprise, des responsables, des techniciens eux-mêmes. Beaucoup de techniciens ont encore cette croyance qu'ils doivent être des super pompiers, des super héros. Ce qui leur met une pression de dingue. Même s'il y a quelque chose de gratifiant dans le fait d'être un super-héros. Plutôt sympa. Je suis arrivé, j'ai sauvé la situation. Il y a un petit côté magique. Et quand on a la reconnaissance autour de ça, ça fait du bien. La vérité, elle est juste un peu plus nuancée. Un SAV 24/24, 7 jours sur 7, pourquoi pas ? Mais pourquoi faire ? Qui le demande ? Les clients ? L'entreprise ? Certains clients, quelles sont leurs contraintes réelles, pourquoi ils le demandent, c'est quoi les enjeux qui se cachent derrière, est-ce qu'ils ont réellement une production qui tourne 24/24, ce qui est le cas parfois, dans certaines industries, on met entre 8 et les machines tournent tout le temps. Et donc, est-ce que c'est d'abord une réalité ? Et la deuxième, c'est est-ce qu'ils sont prêts à payer pour ça ? Parce qu'évidemment, ça va avoir des coûts. Si je m'organise pour être prêt 24/24, 7 jours sur 7, c'est pas la même organisation que si j'interviens dans les 3 jours. C'est pas, je vais pas mettre la même structuration derrière, les mêmes nombres de personnes, la même organisation interne, etc. La disponibilité des pièces qu'il faut. Donc c'est pas la même organisation. Donc c'est pas les mêmes coûts derrière qui vont être associés. Donc est-ce qu'il y a une réalité ? Est-ce que vraiment les clients sont prêts à payer le coût qui peut être là ? Alors qu'il doit évidemment se mutualiser, mais n'empêche que c'est quand même un sujet. Et puis, troisième question, c'est finalement, pourquoi on me demande ça ? Quels sont les enjeux cachés dans la tête des utilisateurs ? Et souvent, il y en a plein. Il peut y avoir des enjeux d'être sécurisé, de se sentir en sécurité. Je sais que s'il se passe quelque chose, j'aurai une réponse. Mais est-ce que la réponse, c'est forcément un technicien qui vient dans un délai donné, 24 heures sur 24 ? Est-ce que c'est la seule façon de répondre ? On en a parlé dans de précédents épisodes, quand on a parlé des questions du numérique, quand on a parlé des outils. C'est peut-être pas la seule réponse. Peut-être une autre façon d'être 24/24. En effet. Est-ce que tu penses à de la technologie, genre de l'IA, de la visio-assistance, ce genre de choses, ou pas du tout ? Je pense à ça et je pense en commençant par des choses très très simples,
comme un accès à de la documentation, qu'elle soit papier, qu'elle soit numérique, à des vidéos tutos, à des FAQ en ligne qui permettent d'avoir tout un tas d'informations. Donc il y a différentes formulations d'assistance selon les attendus, la complexité du sujet, la complexité des technologies, le niveau de formation des utilisateurs, des opérateurs, etc. Donc il y a tout un contexte à regarder très en détail. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la réponse, c'est pas forcément un technicien disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est pas la seule réponse quand on a des contraintes de temps, quand on a des contraintes de production en face qui ne doivent pas s'arrêter. Et puis, vient se superposer à ça la question de comment sont exploités les équipements. Quelles sont les contraintes qui pèsent? Quels sont les contextes? Un contexte où il va y avoir de la chaleur, il va y avoir de la poussière, du sable, ou tout un tas d'éléments extérieurs qui vont augmenter l'usure de la machine, de l'équipement. C'est à prendre en considération que si je suis dans un laboratoire, salle blanche, où il n'y a pas un gramme de poussière qui se promène. C'est pas le même univers et je vais pas le traiter de la même manière. Quelles sont les conséquences d'un arrêt de production? Qu'est-ce que ça coûte, 1 heure d'arrêt? Il y a des endroits où l'impact est très faible. Dans une ligne de production en continu, flux tendu, 1 heure de production arrêtée, c'est beaucoup d'argent. En saison, dans le machisme agricole, un arrêt, c'est peut-être que je ne pourrais peut-être plus jamais moissonner, parce que les intempéries vont venir et ça va devenir très très compliqué. Donc il y a des contraintes spécifiques à chaque métier que je dois considérer. Donc les conséquences, l'impact est très important. Et donc voilà, est-ce que ça c'est clairement posé avant de se dire oui, il faut absolument mettre en place un SAV 24/24. Et j'en mets une petite couche supplémentaire juste pour le plaisir. Quand on parle de 24/24, ça veut dire qu'on parle d'astreinte. Donc ça veut dire qu'on a des personnes qu'on va devoir mettre à disposition la nuit ou sur certaines tranches horaires un peu difficiles. Donc les payer différemment, avoir des relations contractuelles différentes avec ces personnes-là. Est-ce que c'est des personnes internes? Est-ce que c'est de la sous-traitance? Et ma complexité, comme ça, prend des couches, les unes au-dessus des autres. Il va falloir gérer. Je me rappelle quand on avait mis ça en place, nous, on avait déjà dû trouver des gens qui étaient prêts à faire des astreintes, parce que tout le monde n'est pas d'accord. Il avait fallu négocier parce qu'il faut les payer plus cher, s'ils bossaient le week-end, si machin, etc. Il avait fallu leur filer des téléphones, parce que nous, on était chez un constructeur, donc on n'était pas itinérant, tout le monde n'avait pas de téléphone. On rayonnait sur l'Europe, donc il fallait trouver des gens qui parlaient un peu anglais ou une autre langue. Et puis après, il y en a certains qu'il fallait former parce qu'on avait tellement un panel large de produits qu'on pouvait pas répondre à toutes les questions. Donc la couche de complexité pour mettre tout ça en place et puis s'apercevoir qu'en fait ça servait à rien. Parce qu'en fait, je pense qu'on s'était vraiment pas du tout posé les bonnes questions, mais par contre, ça faisait sympa de dire que notre SAV était dispo à H24, 7 jours sur 7. Sauf que personne n'en avait besoin. Et du coup, est-ce que tu as des cas concrets où vraiment t'as besoin d'une assistance SAV H24, 7 jours sur 7? Oui. J'ai accompagné des entreprises sur des équipements industriels où il y a 2 raisons principales qui fait que ce 24/24 a été nécessaire. Le premier, c'est le fait que ce soit des lignes de production qui tournent elles-mêmes en 2.8 ou en 3.8, donc qui sont sollicitées en permanence, et donc avec le risque qu'il y ait des problèmes techniques à un moment donné. Et la deuxième, c'est que en plus, il vient s'ajouter plutôt le fait que l'entreprise vend un peu partout dans le monde. Donc on a des personnes sur des fuseaux horaires différents qui ont besoin d'être assistées. Donc le cheminement, alors il y a eu, selon les accompagnements que j'ai faits, les réponses n'ont pas été tout à fait les mêmes, mais si je tire à grands traits, on va dire, dans quelques lignes directrices, la première des choses, c'est de voir comment le client peut se débrouiller lui-même. C'est la première des choses, parce qu'il n'y aura jamais plus rapide qu'un client qui résout lui-même le problème au moment où il arrive. Donc, dans ces questions-là, il y a eu toute la chaîne précédente, c'est-à-dire comment on entretient, comment on s'assure qu'il y ait le moins de problèmes possibles qui arrivent, en tout cas de problèmes bloquants qui arrivent. Donc, toute cette prévention-là. Et ensuite, quand le problème arrive, qu'est-ce qu'on a mis en place? Est-ce qu'on a mis parfois, par exemple, des pièces de rechange à disposition chez le client? On a mutualisé parfois entre différents clients avec un agent local. Enfin, il y avait plusieurs façons d'aborder le sujet. Comment on a les pièces disponibles, comment on a les compétences disponibles. Et là aussi, il y a eu
Je peux donner 2 cas de figure différents. Un premier cas de figure où on a formé chez un agent local 1, 2, 3, 4 techniciens selon le pays à avoir le bon niveau d'expertise pour être capable d'intervenir j'étais bien. Donc ça a été long, c'est un process assez long. Et un deuxième cas de figure où on a mis en place une solution de vidéo assistance, donc avec des outils de réalité augmentée, et l'expert est positionné dans certaines régions du monde et couvre plusieurs pays. Et il a en face de lui soit des techniciens chez le client, qui appartiennent au client, qui vont intervenir sous son assistance, ou des techniciens locaux, un peu moins formés, un peu moins en compétences, que lui va assister et va gérer la couche d'expertise. Deuxième élément important qui est derrière, c'est l'assistance téléphonique. C'est comment on prend les appels, comment on reçoit les emails de demande, comment on canalise en fait, quels sont les cadeaux qu'on va utiliser pour les demandes, pour que le client dise, hop, j'ai un problème. Donc du mail, du WhatsApp, ou d'autres outils un peu de ce type-là, des cadeaux spécifiques, du téléphone, qu'est-ce qu'on utilise? Et là aussi, ça dépend un peu du marché. Donc là, on utilisait un mix. Alors, il y avait à la fois des outils type WhatsApp ou Slack et des outils téléphone, mail. Mais tout ça, ça se structure. Ensuite, vient les questions de langue. C'est-à-dire qu'il faut avoir du personnel qui parle les langues des pays concernés. Donc, là aussi, le recrutement est un peu particulier. Il faut à la fois du savoir technique, du savoir comportemental, des langues, de l'accès au numérique. On commence à mettre des couches de compétences qui sont assez significatives. Donc, comment on structure cette montée en compétences-là en interne? Ce qu'on va faire, on a structuré tout un cursus d'intégration. Et puis, comment on trace toute l'information qui est gérée, puisque les équipes vont pas être les mêmes sur 24/24. Donc, comment le passage de l'information se fait d'une équipe à l'autre, d'un moment à l'autre, comment l'information est suffisamment tracée de la bonne manière, accessible, etc. Donc, il y a des outils à mettre derrière. Il y a des façons de structurer l'information, la façon de l'écrire, la façon de le dire. Donc, tout ça, ça a été travaillé. Et donc, dans un contexte comme celui-là, on comprend bien que des lignes qui tournent en 3/8 et différents pays du monde, on n'a pas le choix. Il faut un vrai 24/24. Mais ça se structure et dans les exemples que je donne, il y a des structurations très différentes qui ont été mises en œuvre. Donc, le 24/24 ou le 7 jours sur 7, c'est pas pour faire joli. On peut le décider. Encore une fois, il n'y a pas de bon et de mauvais choix, il y a des choix qui correspondent à des stratégies. Si la stratégie de l'entreprise, c'est d'utiliser le 24/24 comme un élément de communication, à ce moment-là, c'est son budget communication qui va venir financer ce 24/24. Est-ce qu'il va être à la bonne hauteur? C'est un vrai sujet. Mais ça peut être un choix. Pourquoi pas? Je l'ai rarement vu ça en revanche. J'ai rarement vu le cas, ou en tout cas, comme toi tu l'as présenté, ça dure pas très longtemps parce que c'est quand même très très coûteux de tenir un système comme celui-là, donc il faut qu'il soit financé. Et puis peut-être un dernier point qui est assez fondamental, c'est du 24/24 pour qui? Tous mes clients n'ont pas les mêmes besoins de service. Là aussi, il y a une espèce de croyance que le service client doit être structuré de la même manière pour tout le monde. Et la réponse est non. Le service client doit être structuré à la hauteur des attentes de chacun de mes segments clients. Sachant qu'un segment client, c'est pas un segment de taille d'entreprise, c'est un segment d'utilisation, la façon dont on utilise mes équipements. Donc, ces différents segments ont des attentes différentes, sont prêts à engager des moyens et des ressources financières différentes vis-à-vis de leurs propres attentes. Et donc, je dois me structurer et proposer un mécanisme de prestation qui soit adapté à ça, dont le 24/24 peut faire partie. Ok, et mécaniquement, tu mets les doigts là-dedans, il te faut plus de techniciens, j'imagine? Ou pas forcément? Ouais. Alors, là encore, c'est à quel moment je fais intervenir la technologie et à quelle hauteur. De toute façon, à un moment donné, il faudra des gens qui fassent. Okay, il faut à un moment donné quelqu'un qui tienne la clé et qui résolve le problème, ou qui va intervenir sur l'automate, ou qui va vérifier les faisceaux électriques. Enfin, il faut de la compétence sur le terrain à un moment donné. Mais la question, c'est est-ce qu'elle est chez le client? Est-ce qu'elle est chez un intermédiaire? Est-ce qu'elle est chez moi? Est-ce que c'est un mix de tout ça? Et est-ce que je mets de la technologie pour lier tout ça? La réponse est oui. Faire du 24/24 sans technologie, je vois pas comment c'est possible. J'ai encore jamais eu le cas. Donc, on est obligé à un moment donné de mettre de la technologie. Mais les ressources, du coup, vont pas être les mêmes. Si j'ai un expert et de la réalité augmentée, je vais avoir moins de personnes très compétentes sur le terrain. Je peux mettre des personnes qui ont moins de compétences.
Donc, c'est plus facile à trouver, c'est plus facile à mettre en œuvre, mais ça demande d'avoir des experts et la bonne technologie en place. Ou alors, je veux pas mettre parce que c'est pas possible, parce que c'est complexe, parce qu'il peut y avoir plein de bonnes raisons, et je dois avoir des gens sur le terrain, et auquel cas, ça va me demander beaucoup de ressources. Donc, il va falloir que j'ai un modèle économique derrière, sur la façon dont on génère de la valeur, et un modèle financier posé là-dessus, qui permette de le financer. Ça se fait pas n'importe comment, en effet. Dans le milieu agricole, il y a aussi, je trouve, le H24 7 jours sur 7, mais qui est attendu, mais pas organisé. Et souvent, moi le premier, ça m'est arrivé de répondre un samedi à 23h, d'aller chez un client un dimanche à 10h, parce que t'as le service client chevillé au corps et tu le fais, mais par contre, c'est pas organisé par l'entreprise. Alors, comment il faudrait communiquer clairement sur ces limites horaires et les jours sur lesquels on peut intervenir, tout en gardant le bon niveau de satisfaction du client. Alors, il y a le client et il y a le technicien. Les deux sont concernés par les contraintes qui sont associées à ça. Dans ce que tu décris, il y a quelque chose qu'on retrouve quasiment systématiquement, c'est le désir de bien faire son job. Quand on est technicien SAV, il y a l'envie chevillée au corps de satisfaire le client. Sinon, on n'est pas technicien SAV, on va faire autre chose. Quand on fait ce choix-là, c'est que c'est un fondamental, c'est une valeur forte. Donc, dire à un technicien, écoute là, tu vas pas aller dépanner le client parce que, oui, c'est vrai qu'il est en grosse difficulté, c'est vrai que à cause de nous, il va pas pouvoir produire, mais tu restes tranquillement chez toi. C'est pas si simple. Certains vont l'accepter, d'autres vont pas l'accepter du tout parce que c'est impossible pour eux. S'il y a un problème, il faut le résoudre. Et c'est souvent les techniciens les plus engagés, donc c'est ceux qu'on recherche, c'est ceux dont on a besoin. Sauf si on les laisse faire, ils vont s'user. Ils vont s'user pour plein de raisons. D'abord parce que ça va manger une grande partie de leur vie familiale, et ça, c'est pas sain. 2, ils n'auront pas forcément la reconnaissance du client à la hauteur de l'effort qu'ils ont fait. Clairement. 3, ils n'auront pas forcément la reconnaissance interne de l'entreprise à la hauteur de l'effort qu'ils ont fait. Et j'en cite que 3. Si on cumule déjà juste ces 3-là, en termes de démotivation, ça peut être assez costaud. Et on met en plus cette personne en danger. Donc, le sujet, c'est là aussi d'avoir vraiment réfléchi pourquoi on mettrait ce service-là et quelles règles d'entreprise on pose en interne. Et ensuite, comment on les communique en externe aux clients. Comment on les informe de quelles sont nos règles à nous. Dans l'immense majorité des cas, il n'y a pas besoin d'être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce sont des cas particuliers où c'est réellement nécessaire. Et quand c'est réellement nécessaire, le client a en général conscience qu'il va falloir payer pour, d'une façon ou d'une autre. Il va falloir que quelqu'un paye. Là où c'est un peu particulier, prenons par exemple l'exemple du machinisme agricole, on a le moment de la saison, le moment où il faut récolter. C'est un moment qui est court, qui est très dense, où on va utiliser beaucoup de personnes et beaucoup de machines à cet instant-là. Et évidemment, si une machine tombe en panne, c'est juste inacceptable. Sauf que, est-ce que la réponse, c'est avoir quelqu'un, un stock de pièces, avoir le nombre de techniciens suffisant, à proximité, qui puissent intervenir dans l'heure? Est-ce que c'est ça la réponse? Et dans certains cas, oui. Ou est-ce que la réponse, c'est d'avoir un matériel de remplacement qui va arriver très rapidement, le temps que l'autre revienne dans l'atelier et qu'on le répare? C'est une autre façon de répondre. Okay? Et encore, il y en a plein d'autres. Donc, la réponse, la façon de répondre dépend de la compréhension du problème. Et comme par hasard, on en revient à la recherche des causes. On en parle souvent dans notre podcast. Quels sont les enjeux et quelles sont les causes réelles qui se cachent derrière? À chaque fois, je me dis, mais oui, en effet, c'est comme ça qu'il faut faire. Et ce que je m'aperçois, c'est qu'à chaque épisode, alors déjà, j'apprends un truc, mais je m'aperçois que tout le vécu que j'ai eu en tant que technicien, c'est que tout ce qu'on faisait au SAV, en fait, on le faisait comme des techniciens de base sans expérience, c'est-à-dire qu'on agissait. Il y a un problème, on le résout, il y a un moment, il faut arrêter de se poser des questions, il faut passer à l'action. Et alors que, bien sûr que mettre en place un SAV H24 7 jours sur 7, on le fait pas pour le plaisir et il faut se poser des questions, tu vois, maintenant que tu me l'as expliqué, ça me paraît logique. Mais à l'époque, quand mon entreprise, elle s'est amenée à dire on va faire un SAV H24 7 jours sur 7, moi j'étais là, trop bonne idée et tout, on va aider les clients, c'est sûr, ils en ont besoin. Et un an après, on était tous là, vraiment des débiles, on a fait ça pendant un an.
à s'organiser, à machin, à avoir des astreintes, et ça ne servait à rien. Et ouais, il y a vraiment ce truc, je trouve, un peu pareil que le SAV mal nécessaire, c'est que, vas-y, on le fait, quoi qu'il arrive et tout, combien ça coûte, on s'en fout, faut juste servir le client, passer à l'action, quoi. Ouais. On manque un peu de réflexion, finalement, c'est ce que Oui. je retrouve. Oui. Et c'est très juste quand tu dis que on pense, enfin, on fait un raccourci. Satisfaire, c'est agir. Hmm, Non, c'est ça. non, non. Satisfaire, c'est réfléchir et agir. Ouais, on a Et ça change oublié tout. le petit Hein, truc. on a oublié une petite étape. C'est ça. Et dans ce réfléchir, évidemment, il y a un peu tout ce qu'on a abordé. Il est bien ce podcast, hein, je l'aime bien. J'espère qu'il Allez. est surtout à ceux qui nous écoutent. Donc faites pas du H24 7 jours sur 7 pour vous faire plaisir à vous en priorité. Hein. Voilà. Posez-vous quelques questions et en tout cas, bah, merci de votre attention et puis on se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à tous. C'est fini. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Sache que c'est Laurent Mella avec sa société Service Essence qui propulse ce podcast. Service Essence propose des services pour améliorer ton SAV, des formations, du consulting et tout un tas d'outils qui pourront te faire passer un cap avec ton entreprise. À bientôt!